Donc bienvenue, à tous, je suis Maxime Collin, juriste, salarié de FNF de France depuis quelques années et aussi, je travaille sur Sentinelle, de la nature, donc notre plateforme, en ligne, et application, smartphone sur laquelle on peut signaler des atteintes à l'environnement ou des initiatives, favorables. En se fondant sur les chiffres, mis à disposition par le ministère, par l'État, pardon, le gouvernement sur son site, et l'importance, très grande importance de la filière logistique, dans l'économie française, voilà, avec 1,8 million d'emplois en France, donc ça équivaut à 4 fois la filière automobile, qui est quand même un grand, pourvoyeur d'emplois. Donc c'est très, très, très important, bon, sachant que la filière logistique est beaucoup plus vaste que, le sujet qui nous intéresse, aujourd'hui, qui est, la construction, l'aménagement de nouveaux entrepôts logistiques, et particulièrement, à proximité, d'habitations pour ce qui concerne les entrepôts, dangereux et puis sur des terres agricoles ou, forestiers pour, ce qui concerne les, entrepôts, construits sur des, espaces naturels, enfin qui viennent contribuer à l'artificialisation. Il existe une espèce de syndicat, enfin, France Logistique, qui regroupe des acteurs, de très gros acteurs de la filière logistique, qui portent un message, donc depuis 2022, qui a, et sans en faire la promotion parce que c'est pas le, on n'y croit pas forcément, mais c'est en tout cas intéressant de mentionner que, voilà, France Logistique a mis en place une charte d'engagement réciproque, pour les plateformes, logistiques. Donc cette charte avec des engagements, voilà, qui sont, plus ou moins, suivis, plus ou moins, enfin peut-être pas sanctionnés, non, mais qui contiennent en fait, des préconisations qui concernent notamment, l'utilisation du sol, donc la limitation, l'artificialisation des sols, la protection de la biodiversité, et cetera. Bon, si on lit précisément les engagements, on se rend compte qu'ils ne sont pas, rédigés de manière à être, réellement prescriptifs, à être vraiment très contraignants. Donc voilà, il y a un aspect, interprétation dans ces engagements, voilà, bon, ça existe. On peut toujours aussi le rappeler quand on participe à des enquêtes publiques, contre les nouveaux projets, enfin, qui concernent les nouveaux projets d'implantation d'entrepôts. Toujours bon à rappeler les engagements qu'ont pris, les acteurs eux-mêmes. Hem, on a, ici, une carte des principaux, parcs logistiques et entrepôts, utilisés en Île-de-France qui est faite, par la presse, il me semble. Donc pour, se rendre compte, que c'est un phénomène, les entrepôts, et les grands parcs, logistiques, qui concernent toute l'Île-de-France et qui concernent l'Île-de-France en particulier par rapport à d'autres, régions. Si on affine, parce que la source principale là-dessus, malheureusement, est pas très à jour, c'est, un rapport, qui a été, rendu en 2015 sur les entrepôts, logistiques. Et depuis, on n'a pas de nouvelles, sources, ministérielles, qui nous donnent, une idée de l'ampleur du phénomène et par exemple une carte des entrepôts, logistiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait beaucoup avoir à disposition pour faire, cette, formation pour mieux comprendre, voilà, l'impact, hem, du phénomène. On se rend compte, en regardant un petit peu ces sources, qui datent de 2015, voilà, parce qu'entre-temps, il y a eu une grosse augmentation, après cette période, de la construction des entrepôts et en particulier après, le déconfinement. Donc on a, et ça, ce n'est donc pas pris en compte par les sources qu'on a à disposition. On voit qu'il y a, une concentration des entrepôts logistiques, denses, en petite couronne, et puis, il y a une répartition qui se fait à proximité de grands, axes de circulation, donc sur tous les autoroutes. On voit que là-dessus, sur le transport fluvial, c'est pas spécialement ça qui va, enfin, c'est pas les fleuves qui vont déterminer, l'implantation des principaux axes,
axes des deux principaux zones d'entrepôt logistique, et qui se concentrent aussi dans des aires logistiques assez denses et assez vastes. On voit aussi ça sur cette deuxième carte. Sur la dynamique, les dynamiques qui animent ce secteur, pour ce qui concerne l'Île-de-France, on voit qu'il y a une très très forte augmentation du nombre d'entrepôts et des hectares engloutis par des entrepôts logistiques depuis en tout cas ces dernières années. Là, ces chiffres-là, pour le coup, datent sont un peu plus récents et on voit que si on compare la période 2012-2017 à celle 2017-2021, on a plus du doublement du nombre d'hectares consommés. Donc ça veut dire que en termes de dynamique, ces 5 dernières années, on a eu une explosion de nouveaux entrepôts. Et si on compare aux autres secteurs d'activité, les commerces, il y a une stagnation, c'est toujours exactement la même dynamique. Les bureaux, on a une grosse diminution depuis le confinement, enfin les confinements de Covid-19, ou même les activités économiques industrielles qui sont plus larges, où il y a une augmentation très forte aussi, mais en tout cas qui est pas aussi importante en termes de proportion que celle des entrepôts logistiques. Donc c'est le secteur c'est le type d'infrastructure qui consomme, pour lequel la dynamique est la plus exponentielle actuellement. Euh, et si on regarde les chiffres globaux de la consommation d'espace naturel, on se rend compte que les activités économiques concentrent peut-être 40% de la part de part dans cette consommation, donc c'est très important. Et les entrepôts logistiques font partie, font une partie très importante de ces consommations. Donc on voit il y a quand même, c'est un enjeu en termes de consommation d'espace qui est très important et avec une dynamique qui est plutôt préoccupante. Ça, c'est ce que donc je rappelle un petit peu ces 4 points. Forte concentration des entrepôts sont des hubs logistiques. Il y a une spécialisation du territoire francilien qui se fait de fait avec des territoires qui sont très marqués par des entrepôts et d'autres où il y en a très peu. Et puis, voilà, une progression très importante du nombre d'hectares consommés. Et globalement, une grosse responsabilité des entrepôts logistiques dans la part des consommations d'espaces naturels, agricoles et forestiers. On va maintenant passer à la deuxième partie qui est l'un des moyens d'annuler des projets nouveaux d'entrepôts logistiques. Je présente cette question de la dérogation espèces protégées parce que ça a permis l'annulation de plusieurs projets en France. Donc on va essayer de voir quelques études de cas et on va présenter un petit peu les tenants et les aboutissants de ce moyen d'annulation de ces projets. Mais d'ailleurs, moyen d'annulation, mais ça peut aussi mener à des abandons de projets en cas de recours, en cas de forte opposition. Sur ces questions des dérogations espèces protégées, à la base, il y a dans le Code de l'environnement une interdiction de porter atteinte à des espèces protégées qui sont définies par liste dans le Code de l'environnement, dans des arrêtés ministériels. Et à partir du moment où elles figurent dans ces listes, pour chaque catégorie d'espèces, les oiseaux par exemple, les végétaux ou autres, les espèces bénéficient d'une protection et ne doivent pas être détruites ou perturbées intentionnellement ou voir leur habitat endommagé ou détruit. C'est le principe général d'interdiction qui est garanti par le droit européen, par plusieurs directives européennes, la directive Habitat, la directive Oiseaux, pour ne citer qu'elle, et aussi par le droit français dans le Code de l'environnement. Mais naturellement, cette interdiction générale fait l'objet aussi de dérogations, de possibilités de dérogation qui sont soumises à des conditions. Donc il faut qu'il existe
pour que la dérogation soit justifiée une raison impérative d'intérêt public majeur, les RIPM, qui équivaut à une sorte d'intérêt général du projet, qui doit voilà, avoir répondre à un besoin général tellement important, il est plus important que le fait de détruire, de porter atteinte aux espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle. Donc ça veut dire que d'une part, il faut qu'il existe une raison impérative d'intérêt public majeur. Donc ça veut dire que le projet doit rentrer dans une catégorie de projets qui peuvent faire l'objet, enfin qui peuvent relever d'une raison impérative. Mais en plus, concrètement, le juge va vérifier, et d'ailleurs le préfet avant ça, doit vérifier que concrètement, par rapport aux espèces protégées impactées et par rapport aux caractéristiques du projet, dans la balance des intérêts, effectivement, cette raison impérative d'intérêt public majeur s'impose sur l'impératif de protection des espèces. Donc, c'est le critère principal de la dérogation espèces protégées. Et en tout cas, pour ce qui nous concerne, c'est là-dessus que pêchent la plupart des projets d'anthropologistique qui sont attaqués. Parce que bien sûr, la plupart ne sont pas attaqués, c'est bien le problème. En Ile-de-France, c'est que l'immense majorité des projets ont été qui sont apparus ces derniers temps sont arrivés quasiment en même temps. Et voilà, les riverains comme les associations n'ont pas toujours eu le temps d'intervenir sur tous les projets en même temps. Tout le monde n'a pas coupé ses micros, si vous pouvez le faire. Donc c'est le critère principal sur lequel dont on va parler dans cette présentation. Les deux autres critères sont l'absence d'autres solutions satisfaisantes. Donc, il faut vraiment que le porteur de projet, le maître d'ouvrage, fasse la recherche d'autres terrains sur lesquels il n'y a pas d'espèces protégées, ou du moins il y en a moins, ou l'intérêt, en tout cas, enfin, l'incidence est moindre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui doit ressortir du projet, sinon il est menacé d'annulation par le juge. Et enfin, l'absence d'atteinte à l'état de conservation. Donc ça veut dire que le projet doit être, une fois qu'on a identifié qu'il allait impacter les espèces protégées, il doit préciser des mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui visent à atteindre, qui visent à compenser et à réduire et à éviter les atteintes aux espèces protégées pour aboutir à un effet net nul sur la biodiversité. Ça reste une fiction juridique parce que dans les faits, il y aura toujours un impact, surtout dans le projet d'anthropologistique, sur la biodiversité, en particulier sur les espèces protégées, avec voilà, dans la doctrine une grosse contestation de l'effet concret de la compensation sur le maintien des espèces impactées, et puis aussi scientifiquement, il y a un grand nombre de mesures compensatoires qui ne démontrent pas leur, leur incidence positive sur ces espèces. Ça, c'est le contexte général, voilà, les biais un peu de cette dérogation espèces protégées, mais pour autant, voilà, c'est le cadre qui existe. Donc ça veut dire que concrètement, logiquement, si l'on essaye de répondre à ces trois critères, un maître d'ouvrage devrait être amené à abandonner des projets lorsqu'il se rend compte qu'il n'arrivera pas à compenser parce que l'impact est trop grand ou que voilà, son projet n'est pas justifié. Bon, dans les faits, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Le maître d'ouvrage va tout faire pour faire avancer son projet et essayer de justifier à minima la dérogation espèce protégée pour qu'elle soit légale. Mais c'est pas toujours le cas, très rarement le cas, ce qui fait que ça motive plutôt, ça milite plutôt pour une attention très particulière sur ces projets et la pratique d'un contentieux plus accrue de manière à démontrer voilà, l'illégalité de nombreux projets. En Ile-de-France, il y en a beaucoup qui, clairement, quand on voit ne serait-ce que l'avis de la MRAE qui a été rendue, on voit qu'ils sont manifestement illégaux. Donc la stratégie un peu de FNE à l'échelle nationale sur ces questions-là, c'est d'identifier les projets, parce que un projet, c'est quand même des gros projets très impactants, donc il y a
beaucoup des études d'impact importantes, etc. Donc ça fait beaucoup de travail si on veut contester ces projets-là. On ne peut pas tous les attaquer de front. Donc d'identifier les dossiers faibles et de les attaquer. Alors pour le cadre général de la dérogation espèce projet, cette stratégie, elle a porté ses fruits notamment sur les entrepôts logistiques, parce que on fait ça pour toutes les dérogations espèces protégées dans tous les types de projets. Et pour les entrepôts logistiques, ça marche très très bien. On a réussi à démontrer qu'il n'y avait pas de raison impérative d'intérêt public majeur dans plusieurs gros dossiers que je vais mentionner après. Ça fonctionne aussi sur les carrières, hein, avec plusieurs annulations de projets de carrière ou d'extension de carrière, les zones commerciales également, ou des projets urbains. Le stockage d'eau, des bassines également, des retenues collinaires, c'est possible également. D'ailleurs, Sainte-Soline, il n'y a pas eu de dérogation à espèces protégées. Pourtant, on vient de se rendre compte qu'il y avait des espèces protégées sur le terrain de Sainte-Soline. Donc, voilà, une nouvelle forme d'illégalité qu'on découvre aujourd'hui. Les stations de ski, etc. Alors, ça fonctionne très mal sur les infrastructures de transport importantes. On en a fait les frais en Ile-de-France avec plusieurs projets sur lesquels on est intervenu sur ce fondement, ligne 18 et ligne 17, où les premiers juges, les juges du fond, les tribunaux administratifs décèlent des illégalités sur ce plan, avec des dérogations qui n'auraient pas dû être délivrées, mais qui sont ensuite des jurisprudences qui n'ont pas perduré devant la Cour administrative d'appel de Paris, puis le Conseil d'État. Et pour l'éolien, ça a fonctionné pendant longtemps avec beaucoup d'annulations de projets d'éolien, enfin en tout cas des gros projets, avec malheureusement, une intervention du législateur pour cette fois-ci présupposer la raison d'intérêt public majeur pour ces projets éoliens. Juste une précision, c'est que le juge pénal, il existe cette dérogation, mais lorsqu'on n'a pas de dérogation espèce protégée, il suffit de porter atteinte à un seul spécimen d'une espèce protégée pour que ça mène à une condamnation qui peut être sévère par le juge pénal. Donc, ce qui nous intéresse dans cette présentation, c'est le droit administratif, c'est la dérogation espèce protégée qui est jugée par le juge administratif. Mais il y a une autre possibilité qui est le contentieux pénal. Si vous êtes dans des situations où un entrepôt logistique est construit sans demander de dérogation espèce protégée, sachant que pour les projets qui engloutissent plusieurs hectares d'espace naturel, il y a quasiment systématiquement une demande de dérogation espèce protégée à faire, parce qu'il y a des espèces protégées partout. Mais donc, ce que je disais avant sur les énergies renouvelables, c'est qu'on voit que là, pour favoriser ces projets, le législateur est intervenu pour dire que il y avait une présomption générale de raison d'intérêt public majeur pour les projets de développement de l'ENR, ce que le juge ne constatait pas pourtant projet par projet. Et le législateur décide de dire s'il y en a toujours, parce qu'on a besoin d'énergie renouvelable. C'est contestable. Pas le fait qu'on ait besoin d'énergie renouvelable, mais en tout cas le fait que tous les projets d'énergie renouvelable répondent à sont plus importants que la protection des espèces protégées. C'est ça en gros. On peut préciser aussi que dans un avis récent, le Conseil d'État a un petit peu élargi créé un seuil à partir duquel on doit demander une dérogation espèce protégée. Donc ça, c'est quelque chose d'assez critiquable aussi, mais qui ne devrait pas concerner vraiment cette question des entrepôts logistiques, parce que comme je vous le disais avant, c'est tellement important en général les entrepôts, tellement massifs, et ça engloute tellement d'hectares que la question de l'opportunité de demander ou pas une dérogation espèce protégée se pose très peu, quasiment systématiquement le cas. Donc, je vous disais que c'était un moyen juridique assez intéressant, en tout cas d'attaquer ces dérogations espèces protégées quand elles existent. On a ici un exemple d'entrepôt, un parc logistique qui a été dans les Bouches-du-Rhône, qui a été annulé parce qu'il n'avait pas de raison d'intérêt public majeur.
sachant que dans cet arrêté qui a été pris par le préfet de bureau, je pense, il n'y avait même pas de justification de la raison d'intérêt public majeur. Donc ça veut dire que donc il faut qu'il y en ait une pour que la dérogation soit justifiée, parce qu'il n'y en a même pas qui est avancée, voilà, il n'y en a pas. Donc il n'existe pas, donc l'autorisation préfectorale est annulée. Bon, il faut noter quand même que c'est un jugement de 2015, donc sur des faits, donc sur un arrêté qui avait dû être pris à peu près 2 ans auparavant. Donc on peut, voilà, ça commence à être ancien. On peut imaginer que c'était une maîtrise un peu moindre de la législation, qui était moins connue, moins impactante en termes de contentieux. Mais plus récent, oui, plus fort bien sûr. Oui. Et donc on va passer à un deuxième exemple qui comment un deuxième exemple d'annulation d'un projet d'entrepôt logistique. Et donc là, c'était vraiment un entrepôt de prix de colis Amazon de 38 000 mètres carrés sur un terrain de 13 hectares, enfin quasiment 14 hectares, qui impactait 26 espèces protégées. Donc on voit là aussi un énorme projet, un gros entrepôt Amazon qui n'a pas pu être réalisé, qui a été annulé par le juge. Cette fois-ci, ce n'est pas qu'il n'y a pas eu de justification d'intérêt public majeur du projet. Il y en a eu une qui a été faite par le maître d'ouvrage et qui a été validée par le préfet. Mais le juge considère qu'elle n'est pas suffisante. Alors, il considère que effectivement, il y a comment dire, il va y avoir une création d'emplois qui va être faite par la construction de cet entrepôt. Donc, ils ont avancé le chiffre de 600 personnes, 600 emplois créés, parce que c'est comme ceux qui se posent avec l'habitude de se poser des projets connaissent un peu cette justification. Quand un projet impactant impacte la nature, on va mettre en avant en fait les emplois qui vont être créés. Et on va dire voilà, on est dans une situation d'emploi dégradée. Et donc, créer des emplois aujourd'hui, c'est prioritaire par rapport au fait de protéger les espèces protégées qui nous intéressent peu. Donc c'est comme ça que sont justifiés la plupart des projets, et ben, tout particulièrement pour les entrepôts, parce qu'ils sont très impactants, ils sont très gros et ils consomment beaucoup d'espace. Donc forcément, on va mettre en avant les arguments qu'on peut, sachant qu'il y a proportionnellement par rapport à la taille des entrepôts, assez peu d'emplois qui vont être créés par ces entrepôts par rapport à ça. Et si on compare au bureau, par exemple, ou au logement, euh, là, c'est beaucoup plus faible. Donc, il doit avoir beaucoup plus de mal à justifier qu'il y a un intérêt public majeur. Mais c'est quand même souvent cette création d'emplois qui va être mise en avant. Il faut le considérer, et c'est quelque chose qui peut être intéressant au regard de cette question du contentieux des dérogations espèces protégées. Donc, en l'espèce, le juge relève que ces 600 emplois ne sont pas démontrés. Enfin, on n'a pas d'éléments probants qui permettent de rendre ce chiffre certain. Et en plus, qui dépend d'autres acteurs, hein, parce qu'il n'y avait pas que la création nette d'emplois par le maître d'ouvrage qui était invoqué. Et par ailleurs, et donc cet arrêt est très important de 2021 parce que en l'espèce, on était dans une zone dans laquelle il y avait un taux de chômage plus important que la moyenne nationale. Donc ça aurait pu jouer en fait. Maître d'ouvrage, il avait des arguments en disant voilà, moi je vais créer de l'emploi dans une zone qui en a vraiment besoin. Bon, le juge considère que ce n'est pas le cas. Donc, c'est le jurisprudence qui indique que d'une part, le lien entre raison impérative d'intérêt public majeur et la création d'emplois n'est pas toujours démontré. Il faut vraiment le démontrer. Et que par ailleurs, même lorsque on est dans une situation d'emploi dégradé, avec un taux de chômage important, supérieur à la nationale, qui est la deuxième, ce qui est une sous-partie du critère, même dans ce cas-là, ce n'est pas suffisant, forcément.
il faut voir dans les faits. Donc, ça dépend du nombre d'emplois créés, ça dépend des éléments qu'on a qui nous permettent de vérifier qu'effectivement il y aura des emplois créés. Bien connu, c'est facile d'annoncer des emplois, encore faut-il démontrer que ce sera vraiment le cas. Et encore faut-il vraiment les créer. Et en l'espèce, il y avait aussi le fait que la recherche de solutions alternatives satisfaisantes n'avait pas été convaincante. Que rappelez-vous, le deuxième critère est l'absence d'autres solutions satisfaisantes. Ça va être démontré dans le projet. Euh, Donc, en l'espèce, ce n'était pas le cas, pour un défaut de motivation. Donc, c'est ça qu'il faut regarder quand vous êtes confronté à ce type de projet. C'est ça qu'il faut regarder pour vérifier que, d'une part, il existe une raison qui est avancée, qu'elle vous paraît, qui vous paraît pertinente, et que aussi, il n'y a pas, en tout cas, il faut regarder aussi quelles solutions satisfaisantes avaient été étudiées, alternatives, pardon, et pourquoi elles ont été écartées. Donc, il faut vraiment regarder concrètement dans le dossier si tout cela est justifié. Et si il me semble que ce n'est pas le cas, vous pouvez imaginer un contentieux. Autre exemple de contentieux ayant mené à une annulation d'un projet, cette fois-ci c'est un hangar frigorifique de Ferrero qui allait impacter plusieurs espèces protégées, donc notamment les dyname criards qu'on a beaucoup en Ile-de-France. Et dans ce cas-là, donc une décision de 2021 également, on a aussi une annulation pour absence de raison impérative d'intérêt public majeur. Donc, la création d'emplois est hypothétique, elle n'est pas justifiée. Et en plus, dans ce cas-là, la situation, cette fois-ci, du territoire en termes d'emploi n'est pas dégradée. Parce qu'on a un taux de chômage qui n'est pas supérieur à la moyenne nationale. Donc ça, c'est ce que je viens de dire. Voilà. Dès lors que le contexte économique ne présente pas un caractère particulièrement dégradé, la dérogation n'est pas octroyée. Et dernier exemple contentieux, une zone commerciale mousquetaire. Et cette fois-ci, donc on a également le juge qui considère qu'il n'y a pas de raison impérative de service majeur. Il y avait la création de 120 emplois qui étaient avancés. Le juge dit d'accord, ça c'est intéressant, ça peut justifier l'existence d'une raison impérative d'intérêt public majeur, mais le projet va nuire au commerce local. Donc la création d'emplois, elle suffit pas. Il faut regarder aussi si le projet va pas perturber par ailleurs l'emploi local. Et donc là, en l'occurrence, c'était plutôt il y avait un entrepôt, il y avait des entrepôts dedans, mais globalement, c'était plutôt, ça aurait pu, euh, il y avait un centre, comment dire, un commerce qui était impliqué par ça, et ce commerce, ce supermarché, en fait, allait dégrader la situation des petits commerçants locaux. Donc le juge considère ça, enfin prend ça en considération pour dire que finalement le projet va certes créer des emplois, mais va aussi en détruire. Donc voilà, le juge regarde vraiment in concreto en fait la situation que ça peut avoir. Donc tout n'est pas vraiment juridique avec ce type de projet passe, ce type de projet passe pas. Il faut vraiment regarder dans les faits. Donc là, il regarde aussi, il voit qu'il y a deux autres zones commerciales à 10 minutes du projet. Euh, donc, donc en fait, il n'y a pas forcément d'intérêt au projet. Et en plus de ça, les solutions alternatives étaient rejetées sans aucune justification apparente. Donc le juge considère tout ça pour considérer qu'il n'y a pas, pour décider qu'il n'y a pas d'intérêt public majeur. Et je précise aussi que dans cette dernière décision, lorsque on a un entrepôt logistique qui est créé alors qui impacte des espèces protégées, mais qui le fait sans demander de dérogation, hein, que beaucoup de maîtres d'ouvrage décident de ne pas faire la dérogation et rentrent dans l'illégalité. À ce moment-là, voilà, on a un projet qui peut être annulé et qui peut être aussi suspendu en référé. C'est l'intérêt de cette décision, c'est de montrer qu'un référé peut suspendre ce type de projet lorsqu'il est fait sans demande de dérogation, alors qu'il aurait nécessité cette dérogation.
Voilà pour la demande de dérogation espèces protégées. Donc on se rend compte que c'est un moyen très intéressant contre ce type de projet particulier. Et plus le projet va être gros, impactant comme l'entrepôt Amazon dont on parlait tout à l'heure, plus il va potentiellement pouvoir être annulé. Et que, en tout cas, il faut vraiment avoir une analyse très concrète de chaque projet, mais ça peut se vérifier assez rapidement puisque tout cela doit être démontré par le maître d'ouvrage et validé par le préfet dans cette dérogation, dans son arrêté de dérogation espèces protégées. Donc il y a possibilité de vérifier assez rapidement critères, que les 3 critères sont remplis. Et je vous invite à le faire pour chaque projet d'anthropologistique en Île-de-France. Et là, très brièvement, on peut imaginer aussi d'autres pistes d'action contentieuse. Bien sûr, il n'y a pas que celle-ci, hein, il y en a plein d'autres, enfin, il y en a plusieurs autres. Si on regarde un exemple, donc celui-ci en Seine-et-Marne, à Montereau, sur le Jard, d'une plateforme logistique qui a dû être, qui est en projet en 2021, sur lequel la MRAE a rendu un avis. D'ailleurs, je ne sais pas si elle a été construite ou pas. On voit que les principaux effets et impacts environnementaux identifiés par le maître d'ouvrage et là, en l'occurrence par la MRAE, sont l'artificialisation des sols et les effets induits. Dont les effets induits, il y a l'impact sur la biodiversité, notamment les espèces protégées, dont on vient de parler. L'artificialisation des sols, on en a parlé aussi. Mais il y a aussi les déplacements et les émissions associées. Donc, nécessairement, un entrepôt logistique va apporter des grands déplacements, des camions, etc. Et on parlera aussi, Marie-Paul. Donc, tout ça, il faut que ça soit aussi considéré parce que ça va impacter l'environnement. Et aussi les risques d'accidents industriels liés notamment aux incendies. Et ça, ça fera l'objet de la présentation qui suit. Mais donc ça, c'est les 3 grandes catégories d'impact qu'il va falloir considérer quand on s'intéresse à un projet de construction d'un entrepôt logistique. Donc parmi les autres pistes, souvent ces entrepôts ils sont soumis à l'octroi d'un permis de construire, en plus d'une autorisation environnementale. Par exemple, s'il impacte une nappe phréatique, une zone humide ou une espèce protégée. Donc là, on aura une autorisation environnementale. Mais à côté de ça, on doit, puisqu'on construit sur du sol, quelque chose en hauteur, avoir un permis de construire qui doit être octroyé pour pouvoir construire cet entrepôt. Eh bien, l'article R 111-26 du Code de l'urbanisme précise dispose qu'on doit avoir nécessairement, enfin que le préfet doit prendre le maire doit prendre des prescriptions spéciales lorsque le projet va avoir un impact environnemental. Et ça, même si ces impacts environnementaux sont concernés par un arrêté du préfet, et dont je viens de parler, l'autorisation environnementale. Donc c'est pas ça qui va dispenser en fait le maire de mettre des prescriptions spéciales pour essayer d'éviter les impacts sur l'environnement. Ces prescriptions spéciales, elles peuvent concerner les risques industriels et elles doivent le faire. Hein. Si on fait un entrepôt particulièrement dangereux, le maire doit prendre des prescriptions spéciales, sinon voilà. Sinon même si ça relève pour le coup du contrôle du préfet. Mais ça concerne aussi l'impact sur la biodiversité, sur les zones humides, etc. Pour donner un exemple, le projet de 2014 annulé par la Cour administrative d'appel de Nantes, un entrepôt frigorifique et une plateforme logistique donc de 16 hectares, de 16 000 m², qui a augmenté la production du CPE. Donc ça se faisait sur des zones humides, sur 3 hectares de zones humides, c'est énorme. Le permis de construire a été annulé parce qu'il ne contenait aucune disposition qui permettait de limiter l'impact sur les zones humides, voire de les compenser. Ça, c'est quelque chose d'assez intéressant et ça donne des moyens juridiques à mobiliser contre les autorisations d'urbanisme des entrepôts logistiques. Et enfin, l'agrément immobilier d'entreprise qui est spécifique à la région Île-de-France. Il n'y a que dans la région Île-de-France que cette autorisation s'impose. Ça peut être aussi un agrément spécifique qui doit être
sollicité par les constructeurs d'entrepôts logistiques. Ça fait une autorisation en plus qu'on peut attaquer en indiquant, par exemple, qu'on n'a pas besoin en Île-de-France de ces nouveaux entrepôts parce que il n'y en a pas besoin en termes macroéconomiques, etc. Donc ça, voilà, ça, ce sera des arguments un peu différents qui seront moins portés sur l'environnement et plus sur l'utilité du projet en termes économiques, en termes d'emploi, en termes de technique. Est-ce qu'il y a des questions? C'est sur les besoins en emploi. Alors, du coup, c'est hyper intéressant cette histoire de besoin en emploi, mais ce que je me demandais, c'est quoi l'échelle géographique qui est retenue? Parce que c'est pas évident de savoir quels sont les besoins en emploi d'un territoire selon quelle zone on regarde. Et d'autant plus qu'en fait, si on regarde la logistique en Île-de-France, on voit que les ouvriers viennent de très loin parfois. Ils se déplacent de très loin pour aller travailler. Du coup, on peut dire, oui, mais il n'y a pas vraiment de besoin en emploi, puisqu'en fait, les gens viennent de très loin, ça crée des déplacements et de la mobilité. Là, c'est quoi est-ce qu'il y a un truc sur l'échelle géographique qui est retenu dans ces cas-là? C'est que la réglementation ne prévoit rien là-dessus. Il n'y a pas de cadre précis. Donc ça dépend vraiment de comment l'acteur économique dans son projet euh, décide de cadrer, enfin, de donner des chiffres là-dessus, de justifier en fait ce secteur, enfin l'impact que va avoir le projet sur le secteur. Voilà, mais j'avoue que je sais pas exactement c'est quoi quand il parle de secteur, effectivement, à voir en fait justement sur ces chiffres. Il faudrait voir sur les chiffres du taux de chômage en fait. Mmh. On connaît la moyenne nationale, mais peut-être que là-dessus il y a des territoires qui sont dessinés sur ces chiffres-là. Peut-être que c'est ça qui est retenu à la fois par les maîtres d'ouvrage et par le juge. Ça peut être un moyen de critiquer Oui, aussi, c'est-à-dire que si c'est le taux de chômage du département, par exemple, qui est mis en place, en Île-de-France, ça marche pas forcément bien et en fait, on voit des entrepôts se construire dans des endroits où en fait, il y a pas d'habitat ouvrier, il y a personne qui habite autour, il y a pas de transport à disposition. Donc en fait, il y a beau avoir un taux de chômage suffisant sur le département, on peut très bien dire: «Bah non, mais en fait, sur les communes et sur le canton, ça marche pas du tout et en plus, il y a pas de moyen de transport pour accéder à l'entrepôt». Bref, voilà, ça peut servir aussi de moyen de critique. Moi, je voudrais compléter là, puisqu'on est là-dessus. D'abord, je pense qu'en général, le problème est posé en termes de bassin d'emploi. Bon, la notion de bassin d'emploi, elle est un peu élastique, mais elle correspond quand même à des réalités, concernant effectivement la capacité dans une zone, donnée, pour les gens de pouvoir se déplacer, et pouvoir, occuper un emploi. Donc, s'il y a une cohérence, disons, territoriale en termes de bassin d'emploi. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que, comme j'ai dit là tout à l'heure, c'est l'activité logistique, c'est l'activité industrielle qui crée le moins d'emplois au mètre carré. Et troisièmement, c'est l'activité bien sûr qui, a recours le plus possible aux intérimaires et qui connaît le plus fort taux de turnover. Donc, quand on dit que ça crée des emplois, il faut quand même regarder un peu quels sont les emplois dont on parle. tout ce que vous venez de dire, la première comme la deuxième intervention, c'est complètement des choses qu'il faut tenter de démontrer dans le cadre d'un recours, quoi. Vraiment parce que voilà, ça, le maître d'ouvrage, il va avancer ses chiffres. Il va vraiment falloir essayer de les démonter de cette manière, quoi, en sortant un maximum d'analyses de l'Institut Paris Région, de toutes les données qu'on va pouvoir regrouper pour essayer de démontrer, de démonter point par point cette argumentation. Mais c'est très pertinent, ouais, ouais, effectivement, surtout en Île-de-France où on a une spécificité, ouais, ouais, tout à fait, avec des territoires où il n'y a pas de logement et que de l'emploi et où on a des infrastructures de transport qui nous permettent de faire venir des gens de très très loin. Voilà, qui nuance complètement l'intérêt pour un territoire de la création d'emplois. Oui, ce que je voulais dire, c'est que souvent la justice est très lente. Donc, est-ce qu'au Sì, è travers vero. des actions judiciaires, on risque pas d'avoir raison, mais trop tard, alors que l'entrepôt va déjà être construit? Dans ce cas-là, c'est rare que les puissances publiques le fassent détruire. Mais pour répondre, enfin en tout cas à ta préoccupation, c'est vrai que effectivement le temps de la justice est pas celui de la réalisation des projets.
mais ça vaut pour tous les projets auxquels on s'attaque. Et c'est pour ça qu'il faut, au maximum, quand on peut, faire des référés finalement, pour essayer de faire suspendre les travaux s'ils commencent alors qu'il y a une décision qui est en cours d'instruction. Et c'est ce qui a été fait. Et d'ailleurs, je donne un exemple de jurisprudence où ça a été suspendu. Je vais faire 2 ou 3 remarques. La première, c'est, déjà quand on parle entrepôt, il faudrait savoir aussi qu'on définisse bien les différentes typologies entre vraiment les entrepôts de stockage et puis plutôt les centres de distribution, donc ils fonctionnent pas du tout de la même manière. Et ils fonctionnent pas du tout de la même manière, surtout dans la mesure où, comme tu l'as évoqué, euh, les, euh, l'impact, bon, qui n'est pas forcément un impact sur les espèces protégées, mais qui est plutôt un impact sur à la fois le bruit, les pollutions liées à la circulation, les poussières, etc. Bon, on a aujourd'hui des entrepôts. Bon, par exemple, c'est dommage que Paris soit pas là, mais il y a l'entrepôt La Chapelle qui est un entrepôt et déjà qui est complètement différent des entrepôts dont on parle dans Seine-et-Marne, qui est un entrepôt sur plusieurs niveaux. Donc déjà, il faut parler aussi bien de surface au sol que de surface de plancher. Bon, c'est pas du tout la même chose. Et puis bon, après on évoquera Green Dock évidemment, mais les pollutions qui sont liées à, à la, à la distribution, elles sont en milieu urbain, elles sont quand même plutôt caractéristiques. Et là aussi, on a quand même des éléments qui peuvent militer pour le fait que les entrepôts ne peuvent pas s'installer n'importe où. Bon, j'ai juste un exemple qui n'a rien à voir avec les entrepôts, mais on avait un recours au mois de juillet contre l'installation d'une emprise déportée pour une gare de la SGP. Et le tribunal nous a donné raison, en particulier parce que l'installation d'une centrale à béton et d'un centre de transfert de déblais du Grand Paris à proximité d'une crèche était réellement pas souhaité. Bon, et ce que n'avait pas vu le maître d'ouvrage, enfin, ce que n'avait pas vu la SGP. Donc, espèces protégées, évidemment, on en reparlera avec Green Dog, on pourra en parler en Seine-et-Marne, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ça à mettre en avant, il y a en particulier toutes ces pollutions qui sont liées à la distribution. Bon, Marie-Josée parlait du dernier kilomètre. Bon, on ne va pas faire de l'électrique comme ça du jour au lendemain. Donc, la pollution et les nuisances qui sont liées à à cette distribution est quand même vachement importante. Et puis, il y a eu ce qui a été fait sur Paris dans le cadre des dark stores, qui sont considérés maintenant aussi comme des entrepôts. Donc, tout ça, c'est aussi la panoplie entrepôt, et quand même, elle s'est bien élargie. Donc, il faut aussi, je ne sais pas comment on peut classifier tout ça, si le Césaire si le Césaire le fera, mais c'est aussi important à quantifier. Juste une précision, le dépôt Amazon qui s'est fait retoquer à Nîmes, c'était celui qui devait s'installer près du pont du Gard, hein. C'est ça, Maxime? Je crois, oui. Oui. Ouais, donc il avait quand même double peine celui-là. Ouais. Et puis bon, en ce qui concerne les emplois, bon, c'est vrai que Jacqueline Urtibois nous parle souvent de villes dissociées, c'est-à-dire que les gens qui habitent dans une ville ne travaillent pas dans la ville, mais travaillent ailleurs. Donc là, il y a cette espèce d'effet de transport pendulaire. Bon, il y a quand même de très bonnes statistiques de l'INSEE qui démontrent ça, qui peuvent quantifier les habitants d'une ville qui travaillent dans la commune et le pourcentage qui travaillent à l'extérieur de la commune. Donc on peut aussi imaginer, les taux de chômage bien sûr, on peut imaginer par rapport à ces statistiques si les, les, la résorption du chômage qu'on peut nous annoncer dans ce type de projet peut réellement être efficace ou pas. Donc voilà, bon, dans un premier temps, c'est peut-être après, bon, c'est vrai que la fameuse raison impérative d'intérêt public majeur, bon, je ne la vois pas trop pour un entrepôt. Bon, intérêt public majeur pour Amazon, franchement, je ne vois pas. Mais bon, voilà, c'était juste les commentaires que je voulais faire. Merci. Et c'est vrai que sur cette justification de l'impact que ça va avoir sur l'emploi, David Gaborio nous disait qu'il était sociologue du travail qui travaille sur ces questions. C'est intéressant. Peut-être qu'on pourrait échanger là-dessus sur les meilleurs chiffres à utiliser, sur les meilleures stratégies à avoir dans ce type de situation. Bonjour. Rapidement, puisque Francis en a parlé sur les questions d'emploi,
Pour indiquer qu'on nous parle de besoin d'emploi, je pense qu'il faut arrêter de parler d'emploi en nombre. Il faut parler aussi, ça les élus refusent d'en parler, de diversité d'emploi. Les zones logistiques, elles sont regroupées, concentrées dans des territoires bien précis, tout autour de la francilienne en particulier, mais pas que. C'est des endroits où il peut y avoir, pour réduire le chômage, des apports d'emploi, mais quand on rajoute de la logistique sur de la logistique, ça ne réduit pas le chômage, ça augmente les déplacements et les territoires où il y a du chômage ont besoin de diversité d'emplois et souvent, c'est pas de davantage d'emplois de logistique ils ont besoin. Sur les entrepôts, on a eu euh, dans le Val d'Oise le cas quand ça se joue à trois, c'est-à-dire qu'il y a le porteur du projet de l'entrepôt, mais quelquefois, il y a des entreprises spécialisées dans la construction d'entrepôts qui, quand elles décident de le construire, ont déjà l'acquéreur. C'est-à-dire, c'est pas pour le louer, c'est pour le revendre aussitôt. Et on a eu le cas, c'était Carrefour qui voulait acquérir un entrepôt, mais c'était une autre société qui le construisait. Et là, effectivement, quand il y a un jeu à trois, c'est-à-dire l'acquéreur, le constructeur et nous qui nous opposons, ça permet d'espérer davantage et d'éviter, c'est ce qui s'est passé, le constructeur, du fait qu'il a perdu l'acquéreur Carrefour, a été un peu gêné, il n'est pas passé directement à la construction, bien qu'il avait toutes les autorisations. Manque de chance, on n'a pas réussi à convaincre les élus du territoire de renoncer à urbaniser ces terrains agricoles, et donc le constructeur est revenu avec un projet, excusez-moi, revenu avec un projet euh, et où c'est lui qui a commercialisé, qui a mis en location les parcelles et dont c'est passé à la construction, on a finalement perdu. Mais il y a ce jeu à trois, ça permet d'éviter le fait que le recours n'est pas suspensif, ça permet de gagner du temps. Le constructeur, s'il n'a pas l'acquéreur, il passe pas tout de suite aux travaux. C'est intéressant ça, et aussi parce que finalement, on voit que le juge il va regarder un petit peu tout. Ça peut avoir une incidence, ça, le fait qu'il y ait plusieurs acteurs qui interviennent, et notamment des maîtres d'ouvrage qui ne sont pas les exploitants ensuite de l'entrepôt. C'est que on ne sait pas, enfin, quand on voit venir un projet, on ne sait pas à la base que c'est un projet, enfin toujours en tout cas, c'est un projet Amazon par exemple. Et Amazon a mauvaise presse, donc c'est plus facile, je pense, de faire annuler un projet Amazon qu'un projet d'entrepôt logistique de la Poste, par exemple. Ça c'est clair, sauf qu'on n'est pas toujours au courant au bon moment que ce sera justement un entrepôt Amazon on ne pourra pas forcément juger voilà, du type d'enseigne qu'il va y avoir, du type d'activité qui sera là ensuite. Donc ça c'est intéressant pour ça aussi. Enfin, ça peut avoir plusieurs impacts bénéfiques comme très négatifs. Juste une remarque, dans le cadre du projet de rapport du Césaire là, sur la logistique du dernier kilomètre, j'ai visité le plus grand entrepôt d'Amazon à Brétigny. Donc en termes d'emploi, ça représente 4000 personnes sur site, avec des qualifications, très différentes. Alors effectivement, il y a, heu, quasiment, l'absence de qualification et tout. Bon, on a eu tout un discours sur, la promotion, l'intégration que ça pouvait représenter par la politique, disons, managériale d'Amazon. Alors bon, là-dessus, on peut avoir, sa propre opinion. Donc voilà, donc en termes de création d'emplois dans cette zone. Deuxièmement, un autre exemple, Hachette a décidé de transférer son entrepôt de trappe à Allainville, et là, effectivement, ça pose problème parce que sur place, il va y avoir, comment ça s'appelle? Licenciement, parce que les gens qui travaillaient là n'ont pas envie d'aller à Allainville. Mais par contre, les élus d'Allainville sont très contents de pouvoir offrir des possibilités d'emploi dans une zone qui en manque. Voilà, simple, réflexion, sur le sujet en ce qui concerne l'emploi. L'entrepôt d'Allainville, par contre, lui, est contesté par les agriculteurs. Je crois que c'est 30 hectares de terres agricoles qui pourraient être, impactés.
Marie-Josée vient de parler d'Alainville, c'est au nord d'Orléans. C'est effectivement le long de l'autoroute et de la nationale 20. Et c'est devenu en 3-4 ans un secteur énorme avec Mmh. des très très grands entrepôts XXL. Et effectivement, il peut y avoir des déplacements d'activités d'un secteur à l'autre et pas forcément des emplois, des créations nettes. Ouais. Là, c'est une étude de cas intéressante, cet entrepôt-là, Montrosard. Je regarderai ça, puis on pourra, dans d'autres productions, d'autres écrits, l'intégrer. On va passer à la suite. Donc maintenant, avec la présentation de Marie-Paule Duflot, chargée de mission risque industriel à la FNE Île-de-France, qui vient nous parler cette fois-ci d'un autre impact des entrepôts logistiques, qui est celui du risque industriel. On s'est rendu compte au sein de FNE Seine-et-Marne que sur certains entrepôts de très grande taille, on arrivait à franchir largement les seuils Céveso, seuil haut. Donc voilà le plan que je vous propose. Donc au début, on va revoir un peu ce que c'est que la classification Céveso à partir de l'accident, ses conséquences, puis les directives européennes, etc. Et comment concrètement on fait le classement. Alors, Céveso, qu'est-ce que c'est? Donc, je vous rappelle l'accident, 1976, les herbicides, et ensuite, donc ça se passait en Italie. 4 communes, dont la commune de Céveso, qui ont été touchées. De là vient le nom de cette réglementation européenne. Donc, des conséquences importantes sur la surface de contamination, sur l'environnement, sur les populations et sur les têtes de bétail. Vous voyez, 3000 animaux domestiques sont tués par les émanations et on a dû en abattre 77 000. Donc, c'était vraiment des conséquences graves. Suite à ça, ont été publiées des directives européennes qui sont au nombre de 3 aujourd'hui, qui imposent donc à tous les États membres de l'Europe d'identifier les sites industriels qui présentent des risques d'accidents graves, qu'on appelle donc des sites Céveso, et d'y maintenir un haut niveau de prévention. Alors, qu'est-ce que c'est que ces directives Céveso? Il y en a eu une première en 82, donc quelques années après l'accident de Céveso. Ensuite, une deuxième directive qui a modifié un peu la première en la rendant plus précise, c'est la directive de 96, Céveso 2. Et puis en 2012, la directive Céveso 3, parce qu'il y avait des petits malins qui se disaient « Ah, bah, le taux Céveso seuil haut pour telle substance, c'est par exemple 100 tonnes, bah, je veux dire que j'en mets que 99. Et pour une autre substance, même chose, c'est par exemple 500 tonnes, donc je vais remettre 490 tonnes, etc., etc. Ce qui veut dire que pour chacun des produits considérés, c'était grave, mais jamais on atteignait le seuil Céveso, ce qui permettait de ne pas avoir les contraintes d'un site classé Céveso seuil haut. Donc la directive Céveso 3 a introduit ce qu'on appelle la règle du cumul, c'est-à-dire si on met 400 tonnes pour un seuil Céveso de 500, on a déjà 4 sur 10, c'est-à-dire 80% d'un Céveso seuil haut. Et si pour une autre substance, on en rajoute l'équivalent de 20%, ça y est, on est classé Céveso seuil haut. Voilà la règle Céveso 3 dite du cumul. Donc aujourd'hui, c'est à peu près 1200 entreprises classées Céveso en France. Comment est-ce qu'on classe les sites à risque? Le premier seuil, ça va être la déclaration en préfecture. Ensuite, l'enregistrement, qui a été un niveau rajouté entre l'autorisation et la déclaration relativement récemment. Puis, les Céveso seuil bas et enfin les Céveso seuil haut. Donc, l'augmentation du risque, retenez bien ça, déclaration, enregistrement, autorisation, Céveso seuil bas, puis Céveso seuil haut. Alors, une installation qui va être classée Céveso seuil haut, elle va être soumise à des contraintes plus fortes que celles soumises à Céveso seuil bas et plus fortes encore que les entreprises de niveau de danger plus faible. Donc, elles doivent réaliser une étude de danger, ensuite voir quels sont les scénarios d'accident retenus, par exemple la cuve, machin, truc, bidule qui contient tel produit,
qui va prendre feu suite à une intercelle électrique. Je raconte n'importe quoi, mais c'est ce genre de choses. Donc, tous les scénarios d'accident sont étudiés. En fonction de ça, l'industriel doit dire comment il fait pour réduire le risque à la source et ensuite élaborer un PPRT, plan de prévention du risque technologique, qui contient un plan, puis des servitudes d'utilité publique pouvant entraîner des expropriations à l'intérieur du périmètre du PPRT. Voilà à quoi ça peut ressembler. Là, je vous ai mis la raffinerie totale de Grand Puy à côté de l'entreprise GPN qui fait de la chimie, qui est à côté, avec les différents périmètres de danger. Bon, c'est juste pour vous montrer à quoi ça peut ressembler. Hein. C'est la carte du PPRT. Voilà, avec des niveaux d'interdiction qui sont gradués en fonction de la distance à l'endroit le plus dangereux de l'entreprise. Les couleurs, c'est chaque porteur de projet va mettre ses propres couleurs. Hein, là, c'est pour ça qu'il y a une légende à côté. Alors ensuite, sur quels critères vont être placées les installations Céveso? Ça chauffe drôlement ici. Il y a ça qui chauffe à côté, c'est un vrai radiateur. Là. On peut pas le tourner. Ah non, on peut pas le tourner. Alors, premier critère, les quantités de produits qui sont prévus à être présents sur le site. Pour chaque ligne de la classification, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils, ils m'éloignent de la soufflerie de chaud. Oui. Non, ça va le faire chauffer encore plus, il va péter là. Non, mais c'est bon. Je vais réussir à tenir. Alors, on avait dit d'abord les quantités de produits prévus à être présents sur le site. Ça, le porteur de projet doit l'indiquer à la DRIEAT et ce sera présent dans le projet d'arrêté préfectoral. Donc, parmi ceux qui sont en ligne actuellement, ça, c'est quelque chose d'important, c'est de bien regarder le projet d'arrêté préfectoral, si vous êtes en CODERS, et de voir effectivement si les quantités de produits prévues à être présents sur le site sont importantes ou pas trop. On va voir des exemples concrets après. Donc, deuxième chose, la taille des installations techniques, au niveau, compression, etc. Et puis, troisième point, la dangerosité des produits qui sont susceptibles d'être stockés. Attention, parce que certains industriels parfois disent oui, on a mis telle quantité, mais il n'y aura jamais telle quantité dans l'entrepôt, etc. Donc, il ne faut pas compter sur ce qu'on a mis dans l'arrêté préfectoral. Je regrette, ça c'est faux. C'est bien les quantités de produits qui sont indiquées dans le projet d'arrêté préfectoral comme étant susceptibles d'être présents à un moment donné à l'intérieur de l'installation. Donc, elles sont classées, la dangerosité est soumise à 3 classements différents. Les substances et mélanges toxiques pour l'homme, qui va correspondre aux rubriques de la classification 4100 et des poussières, 4700 et des poussières, 800 et 2700 et des poussières. Ensuite, les substances et les mélanges qui présentent des dangers physiques, c'est-à-dire incendie, explosion essentiellement, et puis les substances et mélanges toxiques pour l'environnement, dans les rubriques 4500, etc. Alors, il faut savoir que ce sont ces rubriques 4000 qui participent au classement Céveso, mais seulement ces rubriques-là. Alors qu'il y a d'autres rubriques de la classification qui présentent elles aussi des produits dangereux, mais qui ne sont pas pris en compte dans la classification Céveso. Michel, est-ce que tu pourrais, en direct, donner des exemples? Et les produits qui vont être classés dans les catégories 4000, ce sont des produits chimiques en particulier, avec des propriétés chimiques explosives, toxiques, etc. Donc, qui peuvent mettre des dommages à l'extérieur des sites. Après, il y a tous les produits, j'allais dire, qui sont banaux, comme les stocks de papier, de bois, ce qui va être par exemple en logistique, les emballages,
les palettes, tout ça qui sont combustibles. Et là, en cas d'incendie, ça va émettre des fumées toxiques. Ces produits-là ne seront pas mis dans les catégories 4000. Hein. Alors attention, on se lance dans les maths. Vous êtes prêts? Aïe, aïe, aïe. C'est pas des maths compliquées, hein. Donc, pour connaître la détermination seuil bas ou seuil haut d'une rubrique donnée, comment elle va y contribuer? C'est facile. On regarde, en gros, on fait un pourcentage, quoi. On regarde la quantité, petit q, excusez-moi si je parle de q aujourd'hui, mais c'est uniquement le q de l'alphabet, hein. C'est comme ça que explique c'est dans les documents officiels comme ça, hein. Donc, petit q, c'est la quantité que souhaite stocker l'exploitant, et grand Q, c'est la quantité seuil pour définir le seuil Céveso seuil bas ou Céveso seuil haut. Donc, si vous voyez par exemple que l'industriel veut mettre 400 tonnes d'un produit pour lequel c'est 300 tonnes le seuil bas, par exemple, mais 600 tonnes, je dis n'importe quoi, le seuil haut, ça va être classé seuil bas, parce que c'est supérieur au seuil bas, mais est inférieur, le rapport va être inférieur à 1 pour le seuil haut. Voilà, ça c'est ce qu'on appelle le classement direct pour chaque ligne, chaque catégorie de substance. Ensuite, la règle du cumul introduite par la loi Céveso 3, elle, c'était pour ce que je vous expliquais tout à l'heure, les petits malins qui vont mettre à chaque fois du 0,9, du 0,9 ou du 0,8 en classement direct et qui, dans ce cas-là, n'étaient pas, classés Céveso seuil haut. Donc, la règle du cumul, elle va faire les sommes des petits q sur grand Q, c'est-à-dire 0,8 plus 0,3 plus 0,5 plus 0,7 par exemple, et là, pouf, vous êtes bien évidemment supérieur à 1, donc classé Céveso seuil haut. Ça va jusque-là? Ouais, dans la salle, ça hoche la tête. Alors les autres, je les vois pas, donc j'en conclus que c'est bon. Voilà un exemple concret. Un exploitant qui souhaite stocker dans une installation classée 2 produits des rubriques 4100 et des poussières, 4,5 tonnes de produits définis par la rubrique 4110 qui s'appelle toxicité aiguë catégorie 1. Vous voyez quand même que les termes parlent, hein. On comprend que là, on est dans du dangereux. Pour lesquels le seuil bas est de 5 tonnes et le seuil haut de 20 tonnes. Donc là, vous voyez, 4,5 tonnes, c'est inférieur au seuil bas et bien évidemment inférieur au seuil haut. Et ensuite, 170 tonnes de liquide, toxicité spécifique pour certains organes cibles, ça veut dire que ça va pouvoir vous ronger l'estomac, les poumons ou autre chose, avec un seuil bas de 50 tonnes et un seuil haut de 200 tonnes. Donc on voit que là, en classement direct, pour la deuxième substance, les 170 tonnes sont comprises entre 50 et 200. Donc, en classement direct, l'établissement en question sera classé seuil bas. Mais si maintenant on fait, voilà les résultats que je vous disais, si on fait la somme des petits Q sur grand Q, le premier, c'est 4,5 sur 5. Attendez. Ah oui, non, ça marche pas mon affaire. Ça, c'est pas la version corrigée. Oui, on n'arrive pas. Non, ça c'était. J'ai dû mélanger le seuil bas et le seuil haut. Bon, mon calcul est faux là. Vous n'avez pas les versions corrigées, je suis désolée, j'ai dû reprendre une version ancienne pour la modifier aujourd'hui. Si vous voyez en bas écrit formation FNE AgroParisTech 11 avril 2023, c'est parce que nous avons, avec Michel Cogec, qui est intervenu il y a quelques minutes, assuré une formation pour les ingénieurs Bac plus 5 d'AgroParisTech en avril 2023. J'ai repris la présentation, je l'ai modifiée un peu, mais j'ai eu la flemme de changer la ligne du bas. Donc, celle-là, c'est bien la spécifique pour vous. Alors, où est-ce qu'on trouve l'info? C'est ce que je vous mets là, dans le projet d'arrêté préfectoral pour les quantités prévues par l'exploitant. Donc, chaque membre du CODER doit recevoir, avant la séance de CODER, le projet d'arrêté préfectoral dans lequel sont indiquées les demandes de l'exploitant. Vous voyez, pour la rubrique 4741,
la préfecture a noté qu'il était soumis à autorisation seuil haut parce que il voulait en stocker 6 000 tonnes et c'est écrit en dessous demande initiale 12 000 tonnes. Ça, c'était un site dont on va reparler tout à l'heure. Et vous voyez en bas du premier paragraphe au milieu que la quantité susceptible d'être présente dans la stockation étant supérieure ou égale à 200 tonnes. Vous voyez que supérieur à 200 tonnes, il était déjà en seuil haut. Et là, au départ, au moment de l'enquête publique, c'était 12 000 tonnes. Alors, bien évidemment, les associations ont hurlé et du coup, il a diminué à 6 000 tonnes. Mais 6 000 tonnes par rapport à 200, vous voyez un peu la quantité de Céveso uniquement pour cette substance-là. Bon, même chose pour le deuxième cas. Là, c'est indiqué autorisation seuil bas, capacité de stockage demandée 19 000 tonnes, alors que le taux pour le seuil bas, c'est 5 000 tonnes. Voilà. Alors, où est-ce que vous pouvez trouver l'information? Donc, c'est là où on va commencer à faire un petit peu de travaux pratiques. Donc, j'ai remis le nouveau lien parce que le problème, c'est que l'INERIS et Internet, les super informaticiens changent souvent les liens pour aller sur un site. Donc, ça, c'est ce que j'ai retrouvé hier soir. Donc, si vous avez la possibilité de le faire en direct, vous pouvez aller à l'aide de ce que je vous ai indiqué là-dessus. Les 3 petits points. Voilà. Réglementation. Ah, je retrouve sur quelque chose qui est différent de ce que j'ai eu hier soir. Il doit y avoir un vieux site. Ouais, c'est la nomenclature. Non, c'est pas l'aide. Bon, écoutez, vous ferez ça tranquillement à la maison. Vous arrivez sur un document d'une grosse centaine de pages avec ce titre-là. Vous pouvez le trouver aussi, je pense, directement en tapant sur le moteur Internet nomenclature des installations classées. Et voilà. Et à ce moment-là, vous devez arriver dessus. Donc là, la dernière version date de mars ou mai, je n'arrive pas à lire, 2023, donc elle est relativement récente. Et il se peut, dans le tableau de calcul que vous verrez après, que certaines rubriques aient été rajoutées, d'autres peut-être retirées, transformées, mais c'est relativement modeste comme modification. Pour la formation pour ces jeunes ingénieurs, on s'est rendu compte que pas mal de gens, même à FNE, ne connaissent pas tous ces signaux de danger, qui sont maintenant européens, que vous pouvez trouver sur des vieux bidons qui traînent sur des espaces naturels. Ça, c'est déjà vu. Dans mon secteur, on en a trouvé avec la tête de mort. Donc, les différents signaux de danger. Non, arrive un autre problème, c'est le risque incendie. Donc, vous avez sur l'image, à gauche, des cellules qui sont côte à côte uniquement. Vous en avez 3, puis ensuite 1, 2, 3, 4, 5, qui font 100 mètres de long. Et à droite, cette fois-ci, on a des cellules en dos à dos, c'est-à-dire que l'ensemble fait 100 mètres de 100 plus 100, c'est-à-dire 200 mètres de large. Et dans ce cas-là, quand les cellules sont en dos à dos, donc comme à droite sur l'image, le site est en incapacité opérationnelle, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas éteindre le feu. C'est ce que j'ai demandé en CODERS au commandant des pompiers qui était assis pas loin de moi, en disant à l'Assemblée, je connais la réponse, mais je voudrais que ce soit le SDIS qui vous la donne. Est-ce que si le feu prend là-dedans, est-ce que vous pourrez l'éteindre? Non, parce que là, vous avez compris que la largeur est de 200 mètres. Or, actuellement, les pompes et les puissances des lances d'incendie ne peuvent projeter qu'à 60 mètres. Donc 60 puissance 100, ça fait 120. Donc vous voyez ce qui reste au milieu, qui si ça brûle ne peut pas être arrosé. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Sur le risque incendie, il y a une approche effectivement qui est aussi discutable, c'est le fait qu'il est calculé en fonction de l'incendie dans une seule cellule.
Et on prend pour les Oui, calculs de risque, on prend la cellule la plus grande, la plus importante. On alors, considère que les dites, mesures de porte coupe-feu et de mur coupe-feu, à 2 heures, voire maintenant 4 heures, permettent aux services de secours d'intervenir et de contingenter l'incendie dans une cellule. À partir du moment où voilà, ça c'est ce effectivement, qu'on dit. oui, à partir du moment où le feu peut se transmettre dans plus d'une cellule, alors là, effectivement, il y a un risque d'embrasement généralisé ou en grande partie du site. Et deuxièmement, les moyens de secours et notamment les quantités d'eau disponibles, etc., les capacités des bassins de rétention sont en général insuffisantes. Et ça, c'est un gros problème aussi. C'est-à-dire que les lances des pompiers ne peuvent Oui, pas arroser la partie centrale quand on a des cellules en dos ouais, à dos. Et donc ton feu, il peut très bien se déclencher à une extrémité de cellule, au milieu des 200 mètres. Hein. oui, absolument, oui. Bon, alors, donc, qu'a fait FNE Seine-et-Marne par rapport à ce dossier Nangy? On est intervenu en CODERST en tenant le raisonnement, parce qu'il faut savoir, hein, tous ceux qui écoutent et tous ceux qui parmi nous participent au CODERST, y compris notre ami de l'ADRI EAT qui est présente aujourd'hui, que la plupart des membres des CODERST ne comprennent pas grand-chose sur ce qui est de la physique, de la chimie et des dangers. Pour la plupart d'entre eux, en particulier les élus, ce sont des gens qui ont fait des études Sciences Po et autres et qui ont arrêté les mathématiques pratiquement et surtout la biologie et les sciences physiques au niveau 3e, où ils devaient être mauvais élèves et inintéressés. C'est pour ça qu'ils n'ont pas continué. Donc on a parmi C'est nos méchant, politiques ça. des gens qui n'y entravent rien en danger scientifique. Voilà. Et c'est peut-être aussi pour ça que ça bouge pas plus au niveau actuellement du réchauffement climatique et tout ça. Hein. Bon, bref, ça c'est autre chose. Donc, en CODERST, on a tenu le discours, mesdames, messieurs qui êtes là présents, est-ce que vous accepteriez dans votre commune, c'est très concret, d'avoir une installation de ces au seuil haut? Ça vous plaît pas beaucoup, hein? Mais si je vous disais, c'est pas une, on va vous en mettre 50. Alors là, vous allez lever les bras au ciel et dire que c'est pas possible. Ben si, c'est possible. Et en plus, on met les 50 sous le même toit. Donc, est-ce que ça, on peut, en tant que citoyen ou en tant qu'élu, accepter des choses pareilles? Et j'ai rajouté, maintenant, si j'ai posé la question au SDIS, qui a dit qu'il serait en incapacité opérationnelle, et j'ai terminé en disant, maintenant, tous ceux qui sont présents là aujourd'hui, je peux vous dire que je représente là aujourd'hui une 40 à 50, je ne sais plus à combien on en est, d'associations membres de protection de l'environnement Seine-et-Marne. Le jour où ça prendra feu, on donnera des noms. Alors maintenant, votons. Alors quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le représentant du préfet nous a dit au début de ce dossier, dans la mesure où la communauté de communes et la commune ne sont pas d'accord entre eux sur ce projet, tous les services de la préfecture vont s'abstenir de voter. Ça, c'était extraordinaire. Le représentant de la Comcob a dit, moi, au niveau financier, on a absolument besoin de ce projet. La maire de la commune qui était là a dit, elle, ben non, pour nous, ça fera trop de camions, ça fera trop de bruit, trop de poussière, ça va défoncer nos routes, on n'en veut pas. Et il y a eu une pétition et un conseil municipal là-dessus. Parce que 8 jours avant, j'ai appelé la maire de Nangy en lui disant, Madame le maire, êtes-vous consciente de la dangerosité de l'entrepôt qu'on va vous construire à côté? Elle m'a répondu, oui, on sait que ce sera un Céveso-Seuillot. J'ai dit, mais c'est pas un simple Céveso-Seuillot, c'est 50 fois un Céveso-Seuillot en quantité. Alors, je dis, si vous ne me croyez pas, parce que ça paraît tellement monstrueux, appelez la préfecture, ils vous diront si je vous dis des bêtises ou pas. Donc, je suppose qu'elle a dû appeler les services de la préfecture. Suite à ça, conseil municipal extraordinaire, pétition à la population, donc il y avait un avis négatif de la commune. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on s'est dit? En fait, c'est les députés, les sénateurs qui font la loi, donc on va leur envoyer un texte en leur demandant de modifier la loi pour mettre un maximum au Céveso-Seuillot. On a reçu deux réponses, un d'un député de Rouen qui venait d'avoir l'accident Lubrizol
Ils nous ont dit oui, on a préparé de notre côté un nouveau projet de modification de la législation, mais ça s'adressait pas à la partie dangerosité. Et l'autre, c'était, je crois, je sais plus, on a eu une discussion qui m'a dit oui, on est conscient que c'est dangereux, mais on va peut-être s'occuper de ça, mais plus tard. Voilà. Donc aucun retour des députés et sénateurs. C'est pas le bon machin parce que je vous ai mis une chose. Les députés et sénateurs n'ont pas réagi. Alors j'ai eu donc comment ça s'appelle, les gens qui aident les sénateurs et les députés, je trouve un assistant parlementaire au fil qui m'avait appelé et je lui demande mais il a quelle formation votre député? Bah bien sûr Sciences Po, etc. Je lui dis mais vous qui le conseillez, qu'est-ce que vous avez fait comme études? Ah, il me dit, j'ai fait Sciences Po aussi. Je lui dis, oui, mais enfin, jusqu'en terminale, vous avez dû faire un peu de physique et de chimie. Non, non, madame, j'ai fait sciences économiques et donc, et ben voilà. Donc, non seulement nos députés sénateurs, mais tous leurs conseillers, je sais pas, faudrait essayer de voir, je sais pas si c'est accessible, mais ils n'ont pas de formation scientifique. Que vous avez connaissance de ce qui va être dans l'entrepôt en question, ensuite, appelez les élus. Dites-leur, voilà, ça va être tant de fois un Céveso. Est-ce que vous acceptez ça? Et il se peut qu'ils fassent comme Madame le maire de Nangy, à savoir pétition de la population, conseil municipal extraordinaire pour refuser le projet. Voilà. Alors, il y a pire que Nangy. Hein. Là, on était à 54 fois. Vernouillet dans l'Eure, je crois qu'on atteint les 1000 fois. Ça paraît complètement aberrant. C'est ce qui s'appelle annexe quelque chose. Alors, c'est très intéressant, un document que je vous ai envoyé par Internet, là. Ce qui est très intéressant, c'est que ce document annexe, c'était tellement monstrueux que quand même, sur place, à la fois la Comcom et la commune étaient contre parce que ça faisait trop de camions, trop de bruit, trop de poussière, trop de vibrations, etc. Ils n'avaient pas vu la dangerosité. Mais bon, c'est déjà ça. Mais plus de 1000 fois, ils s'en étaient pas rendus compte. Voilà. Alors, si autre chose à dire, c'est que à chaque fois qu'on intervient auprès des gradés supérieurs, on dit et on soutient qu'il n'y a pas suffisamment d'inspecteurs dans les DREAT pour pouvoir contrôler toutes nos installations dangereuses. Je suis pas d'accord là. Écoute, Marie-Paul, tous les entrepôts Oui. XXL ne sont pas forcément Céveso. Il y a des entrepôts XXL comme les plateformes de e-commerce qui ne sont pas du tout classées Céveso, même pas Céveso. Alors attends, on a utilisé ce terme avant qu'il soit utilisé par la profession. Donc effectivement, possible, on pourrait changer ça. On pourrait changer ça et les appeler de très grande contenance. Il y a une confusion qui existe effectivement entre les entrepôts de grande largeur et les entrepôts Céveso bas ou haut. Et enfin, je dis malheureusement peut-être parce que le contrôle sur ces entrepôts XXL non classés Céveso est moins important parce qu'on a plus d'informations en fait quand les entrepôts sont classés Céveso et surtout Céveso haut. Donc beaucoup d'entrepôts avec le développement du e-commerce, les entrepôts Amazon par exemple sont pas du tout classés Céveso, hein, même pas Céveso bas. Et pourtant, c'est des entrepôts immenses, donc il y a quand même effectivement on ne peut pas juxtaposer les entrepôts XXL et les entrepôts Céveso. Mais je voulais juste compléter par rapport à ce que tu avais dit sur l'action de FNE Seine-et-Marne, parce que j'en étais. Et avant le CODERS, on est intervenu au niveau de l'enquête publique, et là ça a été important parce que le commissaire enquêteur a tenu une réunion publique en visio à laquelle on a participé. On a déposé une contribution très très argumentée qui a attiré bien sûr l'attention sur l'énormité des quantités qui étaient prévues en stock. Donc tout ceci, ça a déjà alerté la population, les élus des différentes communes qui étaient présentes à cette visio. Et là, ça a commencé effectivement à remuer un petit peu les méninges de nos élus. Et ensuite, donc la mayonnaise a pris. Alors il faut aussi quand même peut-être préciser pour ceux qui ne sont pas au courant que suite à tout ce barouf et au fait que la préfecture avait décidé de s'abstenir en CODERS, que les pétitionnaires avaient proposé et s'étaient engagés, disons, à réduire finalement les quantités stockées les plus problématiques et que d'ailleurs dans l'arrêté préfectoral qui nous a été envoyé, cette question apparaît et donc la préfecture a été disposée à accorder son autorisation à condition effectivement que le pétitionnaire s'engage à bien
réduire les quantités stockées les plus problématiques, là, pour faire simple, pour faire résumer. Donc du coup, Oui, mais si tu regardes, ce site va exister, mais pas dans les proportions qui étaient présentées dans le projet initial. Et il y a plus que ça. concernant Il y a Vernouillet, plus que ça. oui, mais je termine parce que par rapport à ce Oui, que, parce que tu as évoqué Vernouillet aussi, concernant Vernouillet, d'après mes informations, le pétitionnaire qui est le même d'ailleurs, c'est FM Logistique dans les deux cas, a retiré son projet parce que là aussi, une partie, il y a des associations qui sont montées au créneau, qui se sont même créées pour la circonstance, et une partie des élus, des communes, etc., étaient toujours favorables et d'autres non. Et donc, du coup, la communauté d'agglo a retiré son soutien et le pétitionnaire a préféré retirer complètement son projet, à moins que ça ait changé depuis les dernières informations dont je dispose. oui, mais ils ne connaissaient pas le niveau de dangerosité, tu vois. Ah, c'est sûr. Ce que permet le tableau qui a été initié par Gérard Dumaine et qu'on a amélioré, enfin, et complété petit à petit, permet de trouver justement le niveau de danger. Là, tu vois, j'ai remis la diapo. Entre l'enquête publique demande 12 000 tonnes et après l'enquête publique, ils ont réduit les quantités à 6 000 tonnes, mais 6 000 tonnes par rapport à 200, qui est le seuil, c'est déjà énorme, quoi. Avoir conscience, on parlait des projets de Vernouillet, bon, XXL, Dangis, etc. C'est toujours la même entreprise, hein, c'est FM Logistique. Bon, c'est une entreprise française, hein, parce que ce dont il faut avoir conscience, c'est que il y a une compétition féroce pour acquérir des parts de marché, et il y a aussi une demande des élus locaux, etc., pour avoir des entreprises sur leur territoire. Et donc, FM Logistique, il rentre dans la brèche, il essaie de s'infiltrer partout. Alors ça, il faut en avoir conscience quand il y a des projets, bien regarder qui sont les porteurs de projets, quelle est leur stratégie. Oui. Alors pour la stratégie et les motivations pour ce genre de projet, je me souviens, mais ça commence à être un peu vieux, ça fait peut-être 5, 6, 7 ans, je ne sais plus, quand les premiers grands entrepôts sont arrivés en Coders de Seine-et-Marne. Je me souviens d'une séance à laquelle j'étais présente et compte tenu de l'énormité l'énormité du bâtiment, etc., je me souviens avoir posé la question au porteur de projet, mais pourquoi voulez-vous construire un monstre pareil? Et il m'a répondu en me prenant de haut, voyons madame, ce sera le plus grand entrepôt d'Europe. Voilà la motivation. Je trouve que c'est pas vraiment une motivation compatible avec l'environnement, hein. Voilà. Je ne dirai pas ce que j'ai dit à d'autres comme commentaire à cette réponse parce que ce serait pas très élégant. Voilà. Donc, ce que je pense maintenant, ce qu'on pense aussi, c'est que le seuil, créer un maximum pour les seuils, c'est quelque chose qui nous semble impératif et important. Et là, je renvoie la balle à Maxime, c'est peut-être au niveau des députés européens qu'il faudrait rencontrer et leur dire voilà où on en est aujourd'hui, voilà ce qu'on est capable de construire avec la dangerosité que ça représente. Mettez un maximum au Céveso Saillot. Une question par rapport à l'architecture que j'ai en tête depuis Green Dock. Au niveau de Green Dock, qui est en petite couronne, on fait des entrepôts en hauteur, et en grande couronne, on fait des entrepôts à l'horizontale. Est-ce que faire des entrepôts en hauteur réglerait le problème des lances à incendie que tu as évoqué? Ça aurait en tout cas pour effet de limiter la consommation d'espace agricole. Bien sûr qu'économiquement, ça doit revenir plus cher de faire un entrepôt en hauteur, mais ce serait quand même... bon, il y a certainement besoin d'un minimum d'entrepôts, certainement par la concurrence que l'on a et le surnombre d'entrepôts, mais déjà, pourquoi ne pas imposer, y compris en zone périurbaine, que les entrepôts soient plus denses et moins à l'horizontale? Ouais, alors là, je t'avoue que je pense que là, il faudrait faire un travail avec le SDIS, à mon avis, pour leur poser la question sur les dangerosités comparées d'un entrepôt horizontal. Oui, le SDIS, c'est les pompiers, hein, entre un entrepôt horizontal et la même surface en étage. Là, moi, je suis pas capable de répondre. Sachant que le projet Green Dock, qui est porté par la société Goodman France, c'est une sorte de vitrine
de projets qui peuvent s'insérer dans des milieux urbains denses. C'est un prototype de quelque chose qu'ils veulent refaire ailleurs et revendre dans le monde entier. Mais donc voilà, ils ont fait beaucoup d'efforts particuliers pour le projet Green Dock pour que ça soit aussi dense et en hauteur, etc. Est-ce qu'il n'enlève rien à l'impact que le projet peut avoir, surtout sur les espèces protégées d'ailleurs, c'est ce qui avait motivé notre premier recours et les futurs. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que des projets comme Green Dock, pour l'instant, il ne doit pas y en avoir beaucoup dans le monde et en France en particulier. On a donné quelques informations là-dessus parce que sur Sénart, par exemple, il y a un entrepôt de stockage Intermarché, Scadif, qui vient d'être construit dans la zone du parc A5, là, dans ce secteur où il y a 200 hectares de sites logistiques. Et c'est un site qui fait 40, dont une bonne partie fait 45 mètres de haut. Et il y a dû y avoir d'ailleurs une dérogation par rapport au PLU local pour pouvoir construire aussi haut. Et donc c'est dans une zone urbaine, mais c'est pas, on est en Seine-et-Marne. Et il y en a d'autres. Et c'est apparemment, j'en ai vu d'autres, par exemple en zone complètement rurale, le long de l'autoroute qui va vers Rennes. Alors ce coup-là, je crois que c'est plus Leclerc, hein, la Scadif, mais c'est Intermarché. Apparemment, dans les plateformes des grandes marques comme ça, comme effectivement on est sur eux par rapport à la consommation des espaces agricoles, ils passent à ce modèle-là d'entrepôt de très haute hauteur, genre 45 mètres, et qui se voient de beaucoup plus loin. Alors celui de Ascadif, par exemple, à Sénart, il est travaillé en revêtement pour se confondre avec le ciel, et effectivement d'ailleurs c'est relativement discret, disons, mais ça se voit quand même largement, mais c'est une tendance qui existe et c'est pas du tout exceptionnel. À mon avis, ça va se multiplier parce que comme on réclame à corps et à cri d'économiser des espaces agricoles, eh bien, c'est la solution qu'ont trouvé les logisticiens. Oui, quand un immeuble de 45 mètres de haut s'effondre, qu'est-ce que ça donne quand c'est un entrepôt? Enfin, moi, j'avoue que je suis très sceptique là-dessus, hein. Je pense que ce serait une très bonne question à poser la prochaine fois qu'on rencontre l'équipe du SDIS, hein, parce que pour ceux qui ne sont pas de Seine-et-Marne, je peux vous dire que le FNE Seine-et-Marne rencontre tous les ans à la fois la DRIE hors CODERS et hors réunion pour discuter d'un certain nombre de problèmes. C'est très intéressant. Même chose avec le SDIS, c'est-à-dire les pompiers, où on peut là se dire des choses hors cadre institutionnel et c'est souvent très très intéressant. L'hypocrisie aussi du discours des entrepreneurs de la logistique. En fait, aujourd'hui, ça a changé l'organisation des entrepôts. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de chariots qui se baladaient sur le sol. Et maintenant, c'est beaucoup des convoyeurs, donc des tapis qui font circuler les colis. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils font plus d'entrepôts avec des étages. Avant, ils n'arrivaient pas, et maintenant, ça les gêne moins parce qu'ils ont changé un peu les process d'organisation du travail. Et du coup, ça leur permet de faire des entrepôts avec plus d'activités et en utilisant moins d'espace, donc c'est aussi plus rentable pour eux. Et c'est ça la principale cause de l'accélération des entrepôts en hauteur, même s'il peut y avoir après des justifications d'ordre environnemental, bien sûr. La MRAE, dans ses avis, donne souvent des recommandations pour que les porteurs de projets fournissent une vue paysagère ou au moins des perspectives qui permettent d'évaluer à peu près l'impact que le projet aura sur le paysage. Bon, on parlait de Green Dock, on sait bien que ce que nous a donné Green Dock n'est pas tout à fait dans la réalité de ce qui pourrait se passer. Donc là, bah, ça on le verra dans l'enquête publique. Je ne sais pas comment la MRAE réagira quand elle aura le dossier réel dans les mains, mais j'ai quand même bien l'impression que ce sera un des éléments qui sera important dans le dossier qui sera présenté sur les berges de Seine. Oui, complètement. Ce sera déterminant, je pense, dans ce projet-là. Et parce que on est en face, enfin, on est au bord de la Seine, notamment, et qu'il n'y a rien aux alentours, en tout cas en face, etc. Mais en tout cas, effectivement, ça répond à une obligation légale de produire dans le dossier une vue qui démontre l'insertion paysagère. Voilà, ça fait partie des pièces qu'ils doivent produire. Donc on pourra le voir aussi pendant l'enquête publique. On pourra voilà, vérifier. On va essayer de l'apprécier, mais bon, ouais. L'apprécier, c'est ça, voilà.
Et ça fait partie, Maxime, des orientations dont tu nous parlais tout à l'heure de France Logistique, qui prend des engagements qui n'engagent que ceux qui les reçoivent sur leurs efforts environnementaux. C'est une tactique générale qui consiste effectivement, face aux critiques de tous bords, à présenter le mieux possible, à rendre vertueux, à faire du greenwashing autour de la logistique et surtout de la logistique XXL. C'est quand même pas des novices et des débutants, hein. Donc, c'est assez compliqué de se battre là-dessus parce que les dossiers, moi, ce que j'ai vu parmi pas mal de dossiers, c'est que les dossiers d'insertion paysagère sont vraiment de plus en plus travaillés, comme je viens de le dire. Et donc, il faut être quand même sacrément armé pour pouvoir trouver la faille dans ces circonstances, hein. Il ne faut pas être dupe là-dessus, y compris même sur, non seulement, bien sûr, là, on parle de l'insertion paysagère, mais par exemple, tout ce qui est démarche vertueuse, genre économie d'eau, photovoltaïque sur les toitures, et j'en passe et des meilleurs. C'est vrai que c'est une tendance récente et bah, je pense que le projet Green Doc c'est le plus parlant là-dessus, hein. C'est parce que, enfin vraiment, enfin la façon dont c'était présenté le projet, on a l'impression que c'était vraiment un projet de sauvegarde de l'environnement à tous les niveaux. Et donc c'est vraiment du greenwashing très important, mais tous les autres acteurs se rentrent dans ce moule-là et Amazon, par exemple, développe beaucoup l'éco-pâturage. Comment faire une logistique verte, plus verte, hein. Et donc là, il y a plein de têtes de chapitre, hein. Bon, ça va être la récupération des eaux pluviales, ça va être les compensations carbone pour l'énergie, ça va être les panneaux solaires. Je dirais, il y a toute une liste, et je pense qu'on pourrait faire une séance d'études sur cette logistique verte, hein. C'est ça, c'est ça. Et de même qu'il y a de plus en plus de labels de construction sur, ouais, sur les caractéristiques techniques qui font que c'est annoncé comme plus vertueux pour l'environnement. Voilà, Exact. Il y a un label qui s'appelle BREEAM, BREAM, c'est un acronyme anglais, dont voilà, se Green, vantent par exemple. les grands logisticiens. Ouais. Et alors, Voilà. moi, je voudrais quand même aussi préciser que tout ça, ça fait partie d'une stratégie assez cohérente et qu'on ne voit pas forcément, comment dire, qui n'est pas forcément révélée, au sens où donc il y a une démarche de greenwashing, il y a une démarche de présenter comme vertueuse, emploi et compagnie, mais derrière ça, il y a effectivement une architecture du capitalisme, disons, logistique, qui est quand même assez obscure, parce que c'est en arrière-plan. Par exemple, si en fait, moi j'ai regardé ça de près parce que sur Sénart, il y a eu plusieurs exemples. On s'aperçoit qu'il y a les promoteurs immobiliers qui construisent les entrepôts XXL. Ensuite, ces promoteurs immobiliers qui sont souvent dans les mêmes groupes d'ailleurs, confient la gestion de ces sites à des gestionnaires qui sont simplement des gestionnaires dédiés parce que les propriétaires de ces équipements-là, ce sont des fonds d'investissement. Il y a tout un secteur des fonds d'investissement d'entreprise qui est dans la logistique et qui est très prospère au niveau mondial. Il y a quelques très très gros fonds d'investissement internationaux qui existent et qui sont les véritables propriétaires de ces entrepôts-là. Donc on a une espèce de système en poupée russe avec les promoteurs, ceux qui construisent, ne sont qu'un des échelons. Tout en haut, il y a les détenteurs de capital dans les fonds d'investissement. Il y a les promoteurs de construction, il y a ensuite les gestionnaires. Ensuite, il y a les sous-traitants, c'est-à-dire que dans ceux qui font les opérations de maintenance, par exemple, dans certaines plateformes, ce ne sont pas des salariés de l'exploitant lui-même, ce sont des sous-traitants. Moi, si je vous prends l'exemple, par exemple, de Prologis Savigny-le-Temple, non, à Moissy-Cramayel, sur les chevrons, eh bien, Prologis, c'est un groupe international américain. Prologis a des fonds d'investissement avec lesquels il est en relation, c'est le même ensemble. Et puis, sur la France entière, Prologis qui possède des centaines et des centaines d'hectares d'entrepôts, ils sont 50 seulement, 50 dans le groupe Prologis France. Et ils supervisent de cette façon indirectement, par le système des poupées russes, un ensemble énorme d'entrepôts. Ensuite, ils ont passé accord avec des clients, par exemple à Chevron,
Il y a un site Cévesoba qui est à l'intérieur du site et qui est en fait dont le client est Action, hein, le groupe Action Commercial. C'est la plateforme d'Île-de-France qui regroupe et dispatche tous les produits pour les magasins Action en Île-de-France et au-delà. Ça vient de Rotterdam, hein, et puis ensuite ça circule dans toute la France. Et ceux qui travaillent, ceux qui sont les manutentionnaires, c'est pas des salariés d'Action, et bien sûr pas des salariés pour le GIS, ni des salariés d'Action, c'est des salariés d'un sous-traitant qui s'appelle ID Logistique. Et tout ce petit monde-là se tient par contrat commercial, parce que le Prologis a fait une demande d'autorisation d'exploiter seuil bas en blanc, sans connaître, sans annoncer de client à l'avance et sans être capable de dire quel type d'activité exactement il y aurait. Donc, il a fait une demande d'autorisation d'exploiter en seuil bas très très large. Et ensuite, il a trouvé le client Action et Action a trouvé son opérateur ID Logistique. Alors, vous voyez, la chaîne est complexe, hein. Donc, quand on s'attaque à ces entités-là pour essayer de voir où on peut mettre un petit point, il faut être conscient que c'est un système extrêmement compliqué. Je vous mets un nom dans la discussion, et c'est Nicolas Rimbaud, notamment en France, qui est spécialisé sur ça, et qui répond aux demandes, celle de la FNE, j'en doute pas, et à d'autres demandes. Eh ben, je vous remercie beaucoup pour votre attention et votre présence à cette petite session de formation sur les entrepôts.